la scène se déplace à la bibliothèque Chinchong. Dans l'ascenseur, le protagoniste repense à la mission. Il constate que l'incident a pris une ampleur inattendue et ignore comment Wu Yuxing réagira. Après un bref instant d'inquiétude, il chasse ses craintes, jugeant inutile de s'y attarder. Il accepte qu'il faille affronter les problèmes de front et se promet de se racheter par ses succès futurs. À sa sortie de l'ascenseur, Wu Yuxing le salue d'une révérence respectueuse. Son comportement le prend immédiatement au dépourvu. Elle assume l'entière responsabilité des événements imprévus survenus pendant la mission, reconnaissant que l'avoir laissé seul face au danger était une grave erreur de sa part. Ses excuses formelles et son attitude le laissent momentanément stupéfait. Elle l'informe ensuite que le grade de la mission sera revalorisé et qu'une compensation lui sera versée, espérant qu'il l'acceptera. Il acquiesce sans objection, mais reste intérieurement surpris, car sa réaction est totalement inattendue. Tandis qu'ils se dirigent ensemble vers une table, Wu Yuxing explique que l'identité de l'homme qui l'a tué a été confirmée. Il s'agit de Zhuang Qin, né à Source City et employé par la société de confinement dessus en tant que spécialiste des modifications corporelles. Selon la société, ses actes étaient de nature personnelle et sans lien avec une quelconque mission de confinement officielle. Une fois assis, le protagoniste trouve cette explication douteuse, surtout compte tenu de l'intérêt que porte cet homme à la couronne de gloire du vilain. Wu Yuxing partage cette inquiétude et présente une carte illustrant la division entre le cercle intérieur et le cercle extérieur. La société de confinement dessus opère dans le cercle intérieur, tandis que sa propre organisation est basée dans le cercle extérieur. Compte tenu de cette séparation, il serait effectivement incohérent que la société de confinement dessus envoie quelqu'un aussi loin de sa juridiction. Elle estime que cette explication ne présente aucune faille apparente. Elle suggère alors qu'il pourrait y avoir une histoire plus complexe derrière cet incident et conseille au protagoniste de ne pas s'en mêler davantage pour le moment, affirmant qu'elle s'en occupera elle-même. Le protagoniste pose la couronne sur la table et retire ses lunettes, avouant avoir failli oublier de les rendre. Wu Yuxing l'interrompt, insistant pour qu'il garde ses lunettes, car elles pourraient lui être utiles lors de futures missions. Elle évoque alors un détail troublant du rapport d'autopsie de Zhu Yinuan, tous ses organes internes ont disparu sans laisser de traces. Elle s'interroge sur la manière dont un tel résultat a été possible. Le protagoniste médite sur le danger que représente la flamme de l'ombre. Il réalise que même lui n'en comprend pas pleinement les principes et décide qu'il vaut mieux garder ce pouvoir secret pour le moment. Il évite de donner une explication directe. Lorsqu'il retire ses lunettes, Wu Yuxing, visiblement mal à l'aise, détourne rapidement le regard. Sa réaction laisse entendre que les lunettes ont un impact significatif sur sa perception. Elle lui dit que s'il ne souhaite pas s'expliquer, il n'y est pas obligé, reconnaissant que chacun a ses secrets, et lui demande de remettre correctement ses lunettes. Ce faisant, le protagoniste conclut intérieurement que ses lunettes sont ni plus ni moins qu'un artefact divin. Il se tourne alors vers une carte qu'il a reçue et cherche à en connaître la signification. Wu Yuxing explique qu'il s'agit d'une carte de confinement. Grâce à cela, mener à bien des missions de confinement à l'avenir sera bien plus aisé. Comprenant les implications, le protagoniste réalise que cela lui confère de facto un statut officiel. Wu Yuxing le confirme et explique qu'en plus des avantages offerts par certaines organisations officielles, toutes les données conservées à la bibliothèque de Shinkin lui seront désormais pleinement accessibles. Wu Yuxing se lève de sa chaise, indiquant qu'elle a encore du travail à terminer. Elle quitte les lieux, laissant le protagoniste explorer la bibliothèque à son rythme. Au moment où elle s'éloigne, le protagoniste lui adresse un geste désinvolte en guise d'adieu. Une fois seul, l'excitation commence à le gagner. Il comprend que c'est peut-être une occasion unique de rechercher des informations concernant le cercle de quenouilles. Il se dirige vers le centre de données de la bibliothèque. En s'enfonçant plus profondément, il observe attentivement les lieux et réalise que l'espace lui paraît immense et isolé, presque comme un monde à part. Il s'arrête devant un conteneur scellé et remarque son étiquette, Dieu 018, connu sous le nom de déesse de la mort, faveur déraisonnable. Intrigué, il se dit qu'il s'agit d'une relique divine qu'il n'a jamais vue auparavant. Il tente de déverrouiller le conteneur en scannant sa carte de confinement, mais le système lui refuse l'accès, indiquant que son niveau d'autorisation actuel est insuffisant. Il se dirige alors vers un autre conteneur situé derrière, étiqueté Dieu 069, garçon Cendrillon 1. Son numéro plus élevé lui laisse penser qu'il devrait pouvoir y accéder. Cependant, ce conteneur refuse également sa demande, signalant une fois de plus des autorisations insuffisantes. Il continue d'essayer d'accéder à plusieurs conteneurs sur différentes étagères.
Chaque tentative se solde par le même échec, le système lui refuse l'entrée faute d'autorisation. Après plusieurs échecs, la frustration monte en lui. Il s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'accès reste restreint malgré l'assurance que les données de la bibliothèque lui seraient entièrement accessibles. Il envisage alors la possibilité que même la bague de quenouille nécessite des autorisations spéciales. Jugeant ces spéculations inutiles, il décide de la localiser. Il finit par trouver un récipient étiqueté « Dieu 1391 bague de quenouille ». Partagé entre l'incertitude et l'espoir, il joint instinctivement les mains avant de tenter à nouveau d'y accéder. Il l'exhortait intérieurement à coopérer. À peine eut-il posé la carte que le système l'informa que les données de l'anneau de la queue du chat avaient été déverrouillées. Le résultat le surprit un instant. Le système poursuivit, indiquant que le niveau de danger de la relique divine était B, ce qui était incohérent avec le niveau de dangerosité du personnel contaminé de classe C. Il précisa que seules les 2 premières couches d'information devraient être accessibles. Il trouvait étrange qu'un objet si profondément enfoui puisse simplement permettre à des gens de se transformer en inoffensifs petits chats, alors que d'autres reliques divines du même niveau étaient capables de raser des rues entières. Il transporta discrètement le document jusqu'au centre de la salle d'études, où se trouvaient la table et la chaise. En lisant le contenu, il apprit qu'après avoir porté la bague pendant un mois, son détenteur pouvait alterner librement entre formes humaines et félines. Il trouva ce pouvoir étonnamment pratique. Un passage relatait qu'un jour, un médecin avait poussé un cri fanatique à la vue de la bague en forme de queue de chat et avait par la suite fondé le culte du dieu extraterrestre. Ce nom attira immédiatement son attention. Il supposa qu'il devait y avoir plus d'informations sur ce culte et poursuivit sa lecture. Le récit décrivait comment, après la mort d'un dieu, la terre s'était fissurée et d'immenses lignes de failles avaient émergé des crevasses. En explorant profondément ces crevasses, les gens découvrirent la capacité de communiquer avec des dieux extraterrestres. Ceux qui se rassemblèrent par soif de pouvoir et recherchèrent la bénédiction de ces dieux extraterrestres formèrent peu à peu ce qui devint le culte du dieu extraterrestre. Les individus qui recevaient des dons de ces dieux étaient appelés des bénéficiaires. À la lecture de ce terme, il comprit que c'était exactement ce que l'homme rencontré plus tôt avait voulu dire. Tout en feuilletant rapidement les pages, il apprit qu'il y a 200 ans, un dieu extraterrestre, connu sous le nom de secte du sage lion, avait tenté de contacter la déesse Bastet. Bastet n'avait jamais répondu jusqu'à ce qu'un croyant obtienne l'artefact de l'autel du dieu 1391 et se transforme en chat, recevant enfin la bénédiction de la déesse. Cependant, l'objet qui reçut véritablement la bénédiction n'était pas le croyant, mais le dieu 1391 lui-même, l'anneau en forme de queue de chat. Dès lors, l'anneau acquit un pouvoir encore plus mystérieux. À mesure que la fusion avec l'anneau s'approfondissait, celui qui le portait gagnait progressivement une force bestiale, finissant par se transformer en une véritable Bastet. Il en comprit que la secte du sage lion tuerait inévitablement le détenteur actuel de l'anneau de queue de chat. Autrement dit, il réalisa qu'il comptait tuer Naré, la jeune fille qui possédait l'anneau. Le protagoniste comprit alors pourquoi Honner l'avait si fortement incité à se rendre au dojo s'il ne parvenait pas à devenir plus fort rapidement. Il craignait pour leur vie à tous les deux. En consultant les dossiers, quelque chose attira soudain son attention, les conditions de fusion du dieu 1391, l'anneau de queue de chat. Le document stipulait que la première fusion exigeait une stimulation émotionnelle intense et qu'ensuite, le porteur devait constamment stimuler les mêmes émotions pour approfondir la fusion. Il tenta de se rappeler quelle était cette stimulation émotionnelle intense entre Honner et lui. Ses pensées dérivèrent vers un moment où ils prenaient un bain ensemble, durant lequel il avait visualisé sa forme humaine sous les traits d'une adorable fille-chat. Il secoua rapidement la tête, sachant qu'il ne pouvait plus s'attarder sur cette image. Les images produites par son don de visualisation étaient bien trop réalistes. Si recréer cet état était réellement nécessaire pour la transformer en humaine, cela signifierait que Wana et lui devraient partir en mission fréquemment. Un sentiment d'impuissance l'envahit tandis qu'il se demandait comment il pourrait lui expliquer cela. À cet instant, il remarqua que sa main cachait une partie du texte du dossier. Il découvrit alors les effets secondaires de la bague de quenouille. D'après le document, il n'y en avait aucun. La bague conférait une autorité divine, et la seule chose dont il devait se méfier était la secte du Saint Lion. Cette découverte le rassura, car l'absence d'effets secondaires était une excellente nouvelle. Alors que le soulagement l'envahissait à peine, il fut surpris de constater que la page était déjà terminée. Il commença à se demander quel genre de pouvoir Bastet possédait réellement et comment l'anneau pouvait être retiré une fois porté. Il n'avait aucune réponse à ces questions,
ce qui le fit soupçonner que son niveau d'autorité au sein de la classe de confinement était encore trop faible. Soudain, une sonnerie retentit dans la poche gauche de son manteau. En sortant son téléphone, il vit une notification de sa banque indiquant qu'un virement avait été effectué sur son compte. Il fut surpris que son salaire ait été versé si rapidement. Il comprit alors qu'il s'agissait probablement d'une compensation de Woking. Ce qui le choqua encore plus, c'était le montant, bien supérieur à ce qu'il avait imaginé. Il réalisa alors qu'il n'avait plus besoin de calculer précisément ce qu'il mangeait chaque jour. Avec cet argent, il pourrait consacrer plus de temps à l'entraînement et devenir encore plus fort. Il décida d'acheter des ingrédients coûteux ce soir-là et de préparer un vrai repas pour Uner. Quant aux conditions nécessaires à sa transformation en humaine, il comptait bien lui en parler plus tard. Après avoir quitté la bibliothèque, le temps passa. 5 jours plus tard, le protagoniste et la chatte partageaient un repas somptueux. Au cours du repas, la chatte lui demanda nonchalamment pourquoi il avait été si dépensier ces derniers temps et s'il avait commencé à gagner de l'argent. Il répondit, visiblement fatigué, qu'il serait plus juste de dire qu'il avait été riche autrefois. Perplexe, elle lui demanda des explications. Il lui expliqua qu'au cours des derniers jours, il avait appris de son maître une technique appelée tremblement. Il expliqua que la technique en elle-même était maîtrisable, mais que le processus de cultivation exigeait un soutien médical suivi d'un bain rituel après chaque séance. Chaque tentative coûtait 40 000, et il l'avait pratiqué 5 fois au total. Il admit qu'il ne s'attendait pas à ce que 200 000 disparaissent si vite et, dans sa frustration, il écrasa le crabe qu'il tenait dans sa main. Elle fit remarquer qu'il aurait dû en rester plus de 30 000 et demanda pourquoi il n'en restait qu'une petite quantité. Il se prit la tête entre les mains, incapable de s'expliquer, et se contenta de désigner la nourriture étalée sur la table. Elle comprit immédiatement ce qu'il voulait dire, toussa légèrement et remarqua que, si son geste de plaindre ouvertement son chef de secte était louable, il devait tout de même apprendre à économiser. S'approchant de lui, elle ajouta qu'outre les potions qu'il avait mentionnées, il lui faudrait également acheter des armes, y compris des armes dissimulables. De plus, une tenue de soirée adaptée au lieu huppé était indispensable à ses projets, et cela coûterait à lui seul plus de 100 000. Stupéfait par cette révélation, il demanda pourquoi c'était si cher. Le chat lui effleura la cuisse et fit remarquer qu'acheter des ingrédients aussi luxueux une fois par mois était largement suffisant. Il ne répondit pas, silencieux, pensant qu'il y avait bien d'autres choses qui nécessitaient de l'argent. La prochaine paie était encore loin, et la femme aux cheveux blonds ne lui trouverait probablement pas de travail de sitôt. Serrant son téléphone contre lui, il pensa que s'il ne trouvait pas un moyen de gagner de l'argent, il se retrouverait bientôt à nouveau sans ressources. Il parcourut rapidement son téléphone, cherchant des idées, avant d'entamer une conversation avec son ami, le cultivateur aux cheveux verts. Il lui confia qu'il était à court d'argent et lui demanda s'il existait d'autres moyens d'en gagner. L'homme aux cheveux verts lui répondit qu'il était tombé sur la bonne personne et lui donna rendez-vous au dojo du dragon caché le lendemain après-midi, ajoutant que le frère aîné testerait d'abord ses compétences. Soudain, quelque chose hors de l'écran attira son attention. Le chat mangeait avec appétit, et il sursauta et lui cria de lui en laisser un peu, tandis qu'elle dévorait tout ce qui lui tombait sous la main. Le lendemain, dans la ville animée du dojo caché du dragon, il s'entraînait aux arts martiaux. Une aura dorée l'enveloppait à chacun de ses mouvements. Soudain, lorsqu'il ouvrit les yeux, il décocha une frappe de paume qui libéra une énergie dorée pure. Le système l'informa aussitôt qu'une nouvelle technique avait été débloquée, la force douce. À l'écart, son aîné aux cheveux verts l'observait avec stupéfaction, se disant que ce jeune homme était loin d'être ordinaire. En seulement 5 jours, il avait déjà maîtrisé la technique du tremblement à un tel niveau. Une jeune femme, non loin de là, rougit et l'interpella, lui expliquant qu'il pratiquait des techniques de force et lui demandant s'il pouvait faire une démonstration. L'aîné aux cheveux verts s'approcha rapidement, lui tapota l'épaule et l'encouragea à y aller. Un peu déconcerté, il baissa la voix et expliqua que c'était l'occasion idéale de tester les résultats de son entraînement et de permettre à chacun d'élargir ses horizons. Après une brève pause, il se dirigea vers le sac de frappe, serra les poings et décida de tenter le coup. Plusieurs aînés échangèrent des sourires. L'un d'eux, qui avait atteint une force de 201,3 kg, fit remarquer que le cadet n'était pas là depuis longtemps et n'était probablement pas très doué en musculation, lui conseillant de ne pas forcer. Une autre, dont le poids atteignait 212,2 kg, Yilingyu, approuva la suggestion et avertit le cadet de faire attention à ne pas se casser la main et de les blâmer ensuite. La femme musclée les réprimanda aussitôt,
leur disant d'arrêter de dire des bêtises et insistant sur le fait que le cadet était impressionnant. Le protagoniste s'approcha du sac de frappe et porta un coup léger, aussi léger qu'une feuille de papier. La femme le regarda, perplexe, se demandant pourquoi le cadet ne déployait pas toute sa force. Les deux aînés éclatèrent de rire, se moquant du faible bruit et suggérant qu'ils devaient se retenir délibérément par peur de perdre la face. L'instant d'après, le sac de frappe commença à se déchirer, révélant sa structure interne. Soudain, le sac explosa de l'intérieur vers l'extérieur, des fragments se dispersant tandis que sa structure interne se désintégrait. La valeur de force affichée dépassa 999. Les pratiquants d'arts martiaux présents restèrent figés, sous le choc, incapables de croire ce qu'ils voyaient, le sac de frappe était complètement détruit. Le protagoniste se contenta de sourire et expliqua qu'il avait utilisé la force douce. Il affirma que la force brute n'était pas nécessairement supérieure simplement parce qu'elle était plus importante. La force douce était une application avancée de la force Jin, consistant à concentrer la puissance en un point précis de la cible avant de la laisser jaillir de l'intérieur. Il suggéra à chacun d'essayer de comprendre ce principe par soi-même. La femme musclée rougit et le remercia de ses explications, tandis que les autres pratiquants laissaient échapper des sifflements d'incrédulité. Le protagoniste s'adressa alors à l'un d'eux et lui demanda calmement d'aller chercher un coussin de frappe pour la machine de test de force dans l'entrepôt. L'homme accepta précipitamment et s'empressa d'obtempérer. Tandis que l'autre homme s'éloignait, le frère aîné aux cheveux verts s'approcha du protagoniste et lui assura qu'avec un tel niveau de compétence, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il mentionna ensuite qu'une personnalité influente recherchait récemment un garde du corps, mais que l'affaire était quelque peu complexe, et lui demanda s'il était disposé à tenter sa chance. Le protagoniste fit instinctivement un geste de la main, mais l'homme aux cheveux verts lui tendit une photo. En la regardant, il vit une adresse, District A, rue Jinghe, numéro 617, ainsi qu'une récompense de 800 000. À la vue de ce montant, il tapota l'épaule de son frère aîné et insista pour accepter le poste. Le lendemain matin, devant Ruiju, une Rolls-Royce bleu ciel était garée à l'entrée. Le protagoniste sortit vêtu d'un costume traditionnel chinois et s'avança d'un pas tranquille. À son entrée dans l'hôtel, des murmures parcoururent l'assemblée. On le dévisagea, certains le prenant pour un expert en arts martiaux, se demandant ce qu'il faisait à un banquet censé accueillir un riche héritier. D'autres supposèrent qu'il avait été engagé comme agent de sécurité, mais se demandèrent s'il n'était pas trop jeune pour le poste. Entendant ces murmures, il esquissa un sourire et repensa aux paroles de sa sœur aînée sur l'influence des vêtements sur la perception. Il se souvint comment sa seconde sœur aînée lui avait demandé s'il comptait vraiment porter ses vêtements. Lorsqu'il avait rétorqué qu'ils lui paraissaient inconfortables, elle lui avait répondu que l'habit faisait l'homme et qu'une tenue trop sobre risquait d'attirer l'irrespect. Elle lui avait alors présenté un costume d'un grand couturier, précisant qu'elle l'avait déjà préparé pour lui. Surpris, il avait fait remarquer qu'il était trop voyant, ajoutant qu'il ne s'agissait pas d'un rendez-vous à l'aveugle. À cet instant, quelqu'un lui avait tapoté l'épaule. Se retournant, il vit sa deuxième sœur aînée lui tendre un autre ensemble de vêtements traditionnels, tandis que la troisième, d'un ton accusateur, criait qu'elle était rusée et qu'elle était manifestement arrivée la première. Revenant au présent, il sourit intérieurement, pensant qu'en matière de goût, sa sœur aînée avait un excellent sens de l'élégance, et que le sien était tout aussi raffiné. Non loin de là, une des jeunes filles le dévisageait et commentait sa beauté, ce qui incita sa compagne à se demander s'il ne valait pas mieux lui demander ses coordonnées. Certains hommes, cependant, supposèrent qu'il pouvait être un disciple de haut rang du dojo du dragon caché. Un autre rejeta l'idée, affirmant avoir vu les 6 disciples directs du dojo, y compris la plus jeune fille, et ne pas reconnaître cet individu. Un homme coiffé d'une casquette suggéra qu'un nouveau disciple avait peut-être été accepté. Mais un autre, en costume, s'y opposa, rappelant que le roi dragon Litchi avait depuis longtemps déclaré son intention de n'accepter que 7 disciples. Et que le 7e devrait être un prodige doté d'une force osseuse exceptionnelle. Autrement, il préférait n'accepter personne. L'homme en rouge posa la main sur l'épaule de celui en blanc, tandis que ce dernier faisait remarquer que le jeune homme n'avait que l'air d'un joli garçon et s'interrogeait sur sa force réelle, affirmant qu'il n'était certainement pas un disciple de haut rang de Li. Son compagnon rétorqua que les apparences sont trompeuses et fit remarquer que le bas du corps du jeune homme était d'une stabilité remarquable, chaque pas étant d'une longueur et d'un rythme identique. Il observa qu'aucun balancement superflu ne se faisait sentir dans le haut de son corps, signe d'une maîtrise corporelle exceptionnelle et d'une capacité de frappe très développée. L'homme en costume blanc rejeta cette observation,
arguant que même si le jeune homme pouvait décupler la puissance de son impact, il subirait tout de même des pertes face à une centaine d'adversaires. Sur ces mots, l'homme en rouge, irrité, s'éloigna en criant qu'il était inutile de discuter avec un tel imbécile. L'homme en costume blanc continua d'observer le protagoniste s'approcher du personnel de l'hôtel. Ils lui demandèrent s'il était l'artiste martial responsable de la sécurité. Il leva légèrement la main et se présenta comme Jing du dojo du Dragon Caché, après avoir salué les participants. L'employé sortit ensuite le plan de la salle et expliqua qu'il allait détailler les détails de sa mission. Pointant le schéma, il déclara que 6 maîtres de haut niveau avaient été engagés pour l'événement, chacun affecté à une zone spécifique. Il informa Shu Jing que sa responsabilité concernerait la scène et l'éclairage, ajoutant que l'emplacement n'était pas idéal et nécessitait une vigilance accrue. Jing accepta le plan, le tapota légèrement et dit qu'il pouvait être rassuré, faisant remarquer qu'avec autant d'artistes martiaux présents, personne n'oserait commettre un crime à cet endroit. L'employé se leva et répondit qu'il était difficile de prévoir ce genre de choses, expliquant que le renfort de personnel n'était qu'une précaution. Il ajouta que si rien ne se produisait, cela signifierait simplement qu'il n'y avait rien à voir. Il s'excusa ensuite pour s'occuper d'autres tâches. Jing le regarda partir d'un air froid, se disant que faire appel à du personnel supplémentaire n'était pas un problème en soi, mais rassembler autant d'artistes martiaux était bien plus inquiétant. Il remarqua également qu'un grand nombre de gardes du corps professionnel avaient été engagés pour surveiller l'entrée et que des caméras de surveillance étaient omniprésentes, bien plus nombreuses que dans un hôtel ordinaire. Il en conclut que lorsque les circonstances deviennent anormales, quelque chose de dangereux se trame généralement et se demanda quel genre d'incident pouvait justifier un tel dispositif. À ce moment-là, l'homme en costume blanc s'avança et demanda s'il était le nouveau disciple du dojo du Dragon Caché. Jing se retourna nonchalamment et lui demanda qui il était. Le jeune homme se désigna du doigt et se présenta, déclarant qu'il était Li Xiaoquan du dojo de l'âme du tigre. Il rassura le protagoniste, expliquant qu'il ne cherchait pas les ennuis. Il ajouta cependant qu'en tant que collègue, il était raisonnable de commencer par évaluer le niveau de chacun. Le protagoniste le regarda calmement, acquiesça et lui demanda comment il comptait procéder. Li Xiaoan retroussa la manche de son bras droit et suggéra de croiser les mains. Le protagoniste accepta sans hésiter. Croiser les mains était une méthode martiale courante pour jauger la force de son adversaire. Le protagoniste pensa que son interlocuteur le sous-estimait probablement en raison de son âge et ignorait sa véritable force. Cela lui convenait parfaitement, car cela lui permettrait également de déterminer son propre niveau. Leur interaction attira rapidement l'attention des personnes présentes. Un homme aux cheveux roux, sous le choc, marmonnait, incrédule quant à la présence de frère Jing. Une femme à ses côtés lui demanda s'il connaissait le bel homme et, selon lui, qui gagnerait. L'homme aux cheveux roux ne comprit pas. Un autre homme s'avança, les cheveux teintés de violet et un léger sourire aux lèvres, et déclara avoir voté pour le jeune homme. Les deux femmes reconnurent aussitôt Pei Xiao, le frère aîné de l'homme aux cheveux roux. L'une d'elles fit remarquer que Li Xiaoquan était extrêmement féroce, se souvenant comment le second jeune maître Ped lui avait jadis serré la main jusqu'à ce qu'il crie. L'homme aux cheveux roux, rouge de honte, lui dit de ne pas raviver de douloureux souvenirs. Une autre femme remarqua l'absence de mouvement visible du côté du bel homme et se demanda si cela signifiait qu'il était sur le point de perdre. L'homme aux cheveux violets sourit légèrement et expliqua que l'absence de mouvement visible ne signifiait pas que rien ne se passait, mais simplement que les autres ne pouvaient pas le percevoir. Il observa que le corps du jeune homme paraissait mince et faible, mais qu'en réalité, il avait été trempé d'innombrables fois et était aussi dur que l'acier. Son chi était pur et limpide, une qualité que Li Xiaoan ne pouvait égaler. Se tournant vers l'homme aux cheveux roux qu'il appelait Yu Guan, il lui dit d'attendre la fin de l'échange afin qu'il puisse présenter dignement ce jeune héros. Yu Guan accepta aussitôt. En regardant devant lui, il ne put s'empêcher de penser que le temps avait passé si peu de temps, et pourtant son frère Jing était devenu si fort, ce qui lui semblait presque incroyable. Pendant ce temps, l'homme en costume blanc pensa que le jeune homme ne montrait aucune trace de QI et qu'il était véritablement un novice. Avec un sourire, il lui conseilla de rentrer chez lui. Le protagoniste observa l'homme et perçut l'énergie dense concentrée en lui, réalisant que sa force était considérable et qu'il devait s'être entraîné avec assiduité pendant de nombreuses années. Malgré cela, le protagoniste se contenta d'un sourire désinvolte, pensant que, comparé à lui, l'homme était encore loin d'être aussi doué. Alors qu'il augmentait subtilement sa force, l'équilibre des forces commença à s'inverser. Le corps de l'homme se mit à trembler, et l'instant d'après, l'énergie du protagoniste jaillit de son poing.
Avec un sourire calme et les yeux légèrement rougis, il pressa la main de l'homme comme on presse du pain moelleux. L'homme, déconcerté, ne comprenait pas comment la force de l'autre avait pu devenir si écrasante. Un violent choc le parcourut. Il comprit que la situation était critique et qu'il ne pouvait plus la contenir. Son visage devint écarlate, son corps trembla violemment et il lutta pour ne pas crier. À cet instant, un craquement retentit de sa main. Le protagoniste, s'en apercevant, relâcha aussitôt sa prise, craignant d'avoir brisé les os de son homme, et lui demanda s'il allait bien. Ce dernier laissa échapper un rire confiant et répondit qu'il allait bien, louant le protagoniste comme un homme véritablement formidable et digne d'être un disciple de haut rang du dojo du dragon caché. Posant l'autre main sur l'épaule du protagoniste, il prétendit avoir un besoin urgent d'aller aux toilettes et suggéra de remettre le thé à plus tard. Puis, il s'éloigna précipitamment. Il se glissa dans un coin sombre et désert, où il laissa échapper un cri étouffé. Des larmes ruisselaient sur son visage, ses mains rouges et enflées, tandis qu'il s'effondrait près d'un récipient, en proie à des sanglots incontrôlables. Tremblant de tout son corps, il regretta ses actes et se maudit d'avoir provoqué un tel monstre, se demandant quelle était la véritable nature de ce jeune homme. Il regarda autour de lui, se demandant si l'homme en costume blanc de tout à l'heure allait vraiment bien. Le bruit qu'il avait entendu était sans aucun doute celui d'os qui craquent. Avant qu'il puisse y réfléchir davantage, quelqu'un l'appela derrière lui. Il se retourna brusquement et vit l'homme aux cheveux roux le saluer chaleureusement, l'appelant « Frère Jing » et remarquant que cela faisait longtemps. Il le reconnut rapidement, c'était Pu Guang. Après quelques échanges, ils arrivèrent sur l'estrade. Le protagoniste fut surpris de constater que Pu Guang était véritablement un jeune maître fortuné. Pensant d'abord à une exagération, Pu Guang rit et lui dit d'arrêter de plaisanter, expliquant qu'il était en réalité le fils de son père et d'une maîtresse. Il ajouta que si son frère aîné l'appréciait vraiment, il ne vivrait pas avec autant de liberté et de confort. Le protagoniste acquiesça. Il demanda alors à Pu Guang ce qu'il désirait. Pu Guang répondit que l'échange de mains avec Li Jiaoquan avait été incroyable et que son frère aîné souhaitait faire sa connaissance. Il ajouta que son frère était lui aussi exceptionnel, un génie qui avait intégré l'université du cercle intérieur grâce à un concours d'arts martiaux. Regardant au loin, Pu Guang désigna un homme tenant un verre et leur faisant signe de la main. À ses côtés se tenaient de nombreuses femmes. Il expliqua qu'il s'agissait de jeunes femmes et de riches dames qui souhaitaient également faire sa connaissance et lui suggéra de leur parler à un moment plus opportun. Le protagoniste ferma brièvement les yeux, soupira et déclara que ce jour n'était manifestement pas le plus approprié, car il avait encore des obligations professionnelles. Il ajouta que s'il souhaitait simplement faire sa connaissance, il n'y voyait aucun inconvénient. Il tapota l'épaule de Pu Guang et lui dit que s'ils désiraient réellement être amis ou entreprendre des missions ensemble, ils devaient venir le trouver eux-mêmes. Il affirma que quiconque désirait quelque chose devait se battre pour l'obtenir personnellement plutôt que d'attendre que d'autres agissent en son nom. Alors qu'il s'éloignait, il dit à Pu Guang qu'il avait encore du travail et qu'il partirait le premier. Pu Guang le regarda s'éloigner, les yeux brillants, pensant que frère Jing était vraiment impressionnant et charismatique. Aussitôt après son départ, les femmes et les jeunes filles se précipitèrent vers lui, s'exclamant que s'il voulait quelque chose, il devrait se battre pour l'obtenir. L'une d'elles sortit son iPhone, insistant pour qu'il échange ses coordonnées. Bientôt, de plus en plus d'autres firent de même, brandissant leur téléphone et exigeant qu'il les ajoute à son répertoire. Le protagoniste remarqua un serveur non loin de là, déplaçant un carton. Tandis que les femmes continuaient de bavarder, l'incitant à les ajouter car il n'avait rien à perdre, il réalisa que le gérant n'avait mentionné personne apportant du matériel. Il décida d'appeler le serveur. La première fille, ne voulant pas le laisser partir, insista pour qu'il l'ajoute à sa liste, affirmant qu'elle pourrait lui apprendre beaucoup de choses. Il céda, plaisantant sur le fait qu'il avait peur d'elle, et lui demanda son numéro. Cela ne fit qu'attiser son excitation, et les autres femmes attendirent avec impatience qu'il leur donne le sien également. À leur insu, le mystérieux serveur appuya sur un bouton rouge d'une télécommande, activant quelque chose à l'intérieur du boîtier qu'il déplaçait. Immédiatement, le protagoniste remarqua que quelque chose clochait. Son téléphone était déchargé et l'obscurité l'envahit. Tout le bâtiment était plongé dans le noir. La panique s'empara de la foule. Les gens essayèrent d'utiliser leur téléphone comme lampe de poche, mais aucun ne s'allumait. Il confirma que son téléphone était complètement chargé dans l'obscurité totale. Sur des dizaines de personnes, aucun téléphone ne parvenait à s'allumer. De toute évidence, tout le matériel électrique était hors service.
Une pensée lui traversa l'esprit, une impulsion électromagnétique, un dispositif de haute technologie capable de neutraliser instantanément les appareils électroniques. Mais il se demanda pourquoi un adversaire utiliserait une méthode aussi sophistiquée simplement pour tuer quelqu'un. Cela lui semblait excessif. Soudain, toutes les vitres du bâtiment volèrent en éclats. La jeune fille aux cheveux blonds hurla de peur et s'accrocha à lui. Le protagoniste scruta les alentours d'un air grave, réalisant qu'une situation extrêmement dangereuse était en train de se produire. Dans la salle de réception, un groupe de personnes s'était rassemblé, tentant de comprendre l'origine du bruit soudain. Certains se demandaient s'il s'agissait simplement de verres brisés, tandis que d'autres écartaient cette hypothèse, suggérant que cela pouvait être dû au vent ou à un objet renversé accidentellement. Quelques-uns vérifièrent leur téléphone, mais constatèrent qu'ils étaient tous déchargés. Chaque appareil était inutilisable. Ils commencèrent à remarquer l'absence de l'un de leurs compagnons, le vieux Wang. Un homme alluma rapidement un briquet pour scruter les environs, tandis que les deux hommes derrière lui tremblaient de terreur, la sueur ruisselant sur leur visage. L'un d'eux frappa dans ses mains pour attirer l'attention et les exhorta à garder leur calme. Il leur ordonna de se rassembler dos à dos et de ne pas bouger. Obéissant à son ordre, le groupe forma un cercle protecteur, face à face. Certains rappelèrent aux autres d'obéir au jeune maître le plus âgé. Soudain, un bruit retentit à proximité et quelqu'un avertit qu'une présence approchait. Avant qu'ils ne puissent réagir, une personne hurla derrière eux et s'effondra. La panique se propagea instantanément lorsqu'ils comprirent ce qui s'était passé. Une voix cria que le président Zhang avait disparu, gisant dans une mare de sang. Le groupe se figea, fixant les taches de sang, la peur les saisissant. Puis, hurlant et se dispersant, ils cherchèrent désespérément de l'aide. Le jeune maître P cria à tous de rester immobiles, mais son attention fut attirée par une silhouette qui filait à toute allure. Sa main saignait et une coupure lui barrait le visage. Il regarda devant lui et vit le mystérieux agresseur foncer sur lui, démolissant table et tout sur son passage. Il le frappa d'un coup de poing, l'envoyant valser, mais la créature se releva et chargea de nouveau de toutes ses forces. Son jeune frère parvint à intervenir, repoussant la créature et faisant trébucher Paix. Un autre garde posté derrière eux vit soudain la moitié de son corps disparaître, plongeant le groupe dans la stupeur. La silhouette qui se dressait devant eux était une créature insectoïde géante, semblable à un cafard, tapie dans l'ombre. Terrifié, Paix cria à son jeune frère de courir. Mais le garde derrière lui l'avertit qu'il était déjà trop tard. Soudain, quelqu'un étendit une jambe avec une force incroyable et frappa la créature d'un coup de pied si puissant qu'elle s'écrasa contre le mur. Tandis que la poussière retombait, l'esprit du protagoniste s'emballa, il réalisa qu'il s'agissait peut-être de la même présence monstrueuse qu'il avait perçue plus tôt. Le monstre se fracassa contre le mur, le détruisant presque entièrement. Du sang vert jaillit de sa gueule dans un craquement. Le protagoniste pensa que c'était encore cette créature. Il comprit que ses efforts n'avaient pas été vains. Sinon, il aurait été impossible de la projeter aussi facilement. Les personnes alentour commencèrent à murmurer. Quelqu'un s'exclama qu'il était incroyable qu'il ait pu envoyer ce monstre valser contre le mur d'un simple coup de pied. Un autre demanda où étaient passés les autres maîtres des dojos. On lui répondit qu'ils avaient fui depuis longtemps. L'homme aux cheveux roux, à l'arrière-plan, remercia le protagoniste de l'avoir sauvé. Leur grand frère, Jing, lui fit signe de ne pas s'approcher. La chose n'était pas encore morte. Soudain, le monstre insectoïde jaillit du mur à toute vitesse. Le protagoniste parvint à l'esquiver. Il constata que sa vitalité était encore plus tenace que la dernière fois et se demanda s'il avait évolué. Il décida de tenter le coup. S'il ne parvenait pas à le vaincre, il devrait battre en retraite. Il n'était pas question de risquer sa vie pour si peu d'argent. Il décocha un puissant coup de poing aérien dans le dos du monstre, brisant son bouclier. Cette attaque projeta le monstre à travers le mur à toute allure. Soudain, les yeux de Jing s'illuminèrent comme des ombres tandis qu'il chargeait l'insecte à pleine vitesse. Il dit à la bête, pouvoir se déplacer librement dans l'obscurité n'était pas réservé qu'à toi. Après ce coup de pied, la scène devant ses yeux devint soudainement plus nette. Le système l'avertit qu'il avait activé la vision nocturne de la flamme de l'ombre. Il fut surpris de constater que cette compétence avait un effet de vision nocturne. Le panneau ne l'avait pas clairement indiqué, sinon il l'aurait utilisé plus tôt. Lui et le monstre se lancèrent dans un combat acharné, échangeant des coups. L'homme en costume blanc était étonné que Shu Jing parvienne à tenir tête à ce monstre. Mais son voisin n'était pas d'accord.
Il expliqua qu'en apparence, même si Shu Jing esquivait au bon moment, un examen attentif révélait qu'il n'avait pas reculé d'un pas. Il annonça alors aux autres présents que Shu Jing les protégeait probablement. Aussitôt, le colosse leur ordonna de partir. Rester là ne ferait que distraire Shu Jing de ses inquiétudes. Quelqu'un d'autre se souvint qu'il pouvait appeler la police et trouver de l'aide. Shu Jing les vit s'enfuir. Soulagé de pouvoir enfin se défouler, il sourit au monstre insectoïde et lui dit qu'il semblait bien s'amuser. Ensuite, il lui tiendra compagnie. Furieux, le monstre insectoïde s'envola, ses yeux rougeoyants d'une lueur menaçante. Soudain, il attaqua le protagoniste à toute vitesse. Ce dernier parvint de justesse à l'esquiver, la sueur ruisselant sur son visage. Il se dit que la bête lui avait caché une ruse. Sa vitesse avait considérablement augmenté. Le monstre se mit à chercher Shu Jing. Puis, son visage se tourna brusquement vers l'arrière, ses pupilles rouges fixées sur lui. Soudain, le sol se fissura autour de Shu Jing, le faisant sursauter. Il se demanda ce qui se passait tandis que le sol se brisait sous ses pieds. Le protagoniste tomba à l'intérieur, des éclats de verre se formant autour de lui, lui faisant ressurgir ses souvenirs. Il se demanda si c'était la lanterne tournante. Était-il déjà mort, tué par un simple homme cafard? C'était impossible. Il avait dépensé une fortune pour apprendre les arts martiaux. Impossible qu'il perde face à une chose pareille. Quelque chose avait forcément mal tourné. Alors qu'il réfléchissait à ce qui s'était mal passé, il atterrit entre les mains d'une entité dorée. Une lumière intense brilla lorsqu'il leva les yeux pour en distinguer les détails. Un immense dragon chinois antique, doré à souhait. Cette impression lui donna l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. En réalité, le monstre attaqua l'humain, le frappant de toutes ses forces. Mais soudain, il perçut quelque chose émanant du corps de Shu Jing. Une lumière éclatante, auréolée d'une aura puissante, commença à se dégager de sa poitrine, tandis que des éclairs de tonnerre se propageaient autour. Soudain, les yeux du protagoniste s'embrasèrent de flammes rouges et noires. Shu Jing changea rapidement de position, une énergie vibrant en lui. Il décida d'utiliser la technique de la queue du dragon, signifiant au monstre qu'il lui rendait l'appareil. Ce n'était pas excessif, n'est-ce pas? Il modifia soudainement son attaque et sa main se transforma en une gigantesque griffe de dragon doré, fracassant la tête du monstre. Du sang vert gicla partout. Les morceaux du corps de la créature se mirent à tomber au sol comme des roues, tandis que le reste du corps sans tête titubait et s'effondrait. Jing serra le poing. Il crut avoir compris quelque chose d'incroyable. Puis, il regarda devant lui et remarqua quelque chose. Le monstre n'était pas mort. Après tout, c'était logique. Malgré sa mutation, son essence restait celle d'un cafard. Même sans tête, il pouvait survivre 8 ou 9 jours. Connaissant le point faible du cafard, il lui asséna un coup puissant à l'ésophage, le brisant et l'arrachant. Il faillit vomir à cette vue, se demandant si les cafards ordinaires avaient des ganglions aussi gros. Les gens à l'arrière-plan commencèrent à se demander si c'était fini. Soudain, un cri retentit dans tout le bâtiment, quelqu'un avait tué le monstre. Ils sortirent de leur cachette, se demandant de quel dojo il venait et de qui il était le disciple. L'un d'eux proposa de le parrainer pour 1 million. Un autre a dit 2 millions. Puis un autre a demandé au second jeune maître de les emmener rapidement le rencontrer. L'homme à la cape rouge s'est approché du grand homme en souriant et en l'appelant « Violi ». Il a dit qu'il l'admirait d'avoir osé provoquer une telle figure. La sueur perlait sur le visage du grand homme qui lui a dit d'arrêter de le taquiner. Il pensait que le jeune héros n'avait même pas utilisé 1% de sa force lorsqu'il s'était affronté plus tôt. Heureusement, il avait fait preuve d'une grande clémence et ne l'avait pas estropié. Jing leur a fait signe de la main, leur disant de profiter de cette occasion pour partir rapidement. Il sentait que cette affaire n'était pas si simple. L'homme aux cheveux roux a rapidement demandé s'il était blessé. Une autre personne a interpellé Shu Jing, l'appelant « petit frère ». L'homme aux cheveux verts a demandé ce qu'il voulait dire par là. Jing a demandé qui il était. L'homme aux cheveux verts en costume s'est présenté comme l'hôte de ce banquet, Yi Chenglin. Il demanda à Shu Jing si cet incident n'était pas un accident. Prenant la carte des mains de l'homme, Shu Jing acquiesça. D'après ses observations, il ne s'agissait pas d'une simple panne de courant, mais d'un phénomène électromagnétique. Il y avait de fortes chances qu'il soit d'origine humaine. Ce monstre avait probablement été lâché ici intentionnellement.
Son visage se fit grave lorsqu'il ajouta que le but était très probablement de tuer tout le monde. L'homme, pris de panique et de colère, cria qu'il s'agissait forcément d'un assassinat prémédité et organisé qui les visait. Il allait certainement demander à son père d'enquêter. En entendant cela, le protagoniste pensa que l'hôte avait installé autant de caméras et engagé autant d'experts en arts martiaux, sachant pertinemment que quelque chose allait se produire, mais qu'il avait insisté pour que l'événement ait lieu ici. N'était-ce pas lui le problème? En regardant autour de lui, il remarqua que les personnes présentes au banquet n'étaient pas des gens ordinaires. Pourquoi les tuer? Ce Yi Chang-lin avait certainement quelque chose à cacher. Agitant les mains, Shu Jing déclara, bien que le monstre soit mort, le danger n'est pas écarté. Ils doivent partir au plus vite. Ils se mirent en route. On leur conseilla de marcher lentement et de ne pas se bousculer. S'ils avaient un briquet, ils devaient l'utiliser pour éclairer leur chemin. Le propriétaire s'approcha du protagoniste et lui demanda à voix basse, « Au fait, mon frère, savait-il ce qu'était ce monstre ?» Le protagoniste répondit qu'il était garde du corps. Il ne pouvait que faire de son mieux pour assurer la sécurité de tous. Il n'en savait pas plus. Jing commença à l'évaluer, se disant qu'il était déjà mis à l'épreuve. Il semblerait que la situation soit plus délicate qu'il ne l'imaginait. Le protagoniste s'assit sur une chaise tandis que les personnes autour de lui paniquaient, disant qu'il fallait appeler leur famille pour qu'elle vienne les chercher. Ils insistèrent pour partir immédiatement et ne revinrent jamais à l'hôtel. Entre-temps, il remarqua que cette fois-ci, la récolte était plutôt bonne. De nombreuses notifications système l'informèrent qu'il avait gagné 829 points d'expérience en préservation de santé, 538 en course, 555 en technique de charme, 518 en visée et 1539 en combat. Il avait également survécu à un combat à mort intense et appris une nouvelle technique d'élimination, ce qui lui avait rapporté 1347 points d'expérience sportive et 1211 en visualisation. Il fut surpris de voir toutes ces notifications et ses gains d'expérience à 4 chiffres, d'autant plus qu'une spécialisation avait été confirmée. Soudain, la blessure qu'il avait à la poitrine se mit à rougeoyer, puis disparut, ainsi que toutes les autres. Il fut stupéfait de constater que toutes ces blessures avaient guéri. En vérifiant sa force, il découvrit que tout était revenu à la normale dès qu'il avait gagné un niveau. Une notification système s'afficha, indiquant que la condition était remplie. La force de base avait été améliorée en force spéciale. Il se demanda ce que cela signifiait et si cela faisait référence à sa compréhension de la queue du plafond nuageux. Il se demanda si cette force spéciale était liée aux arts martiaux du style du dragon caché. Reconnaissant qu'il n'y avait pas lieu de trop réfléchir, il remarqua que la force spéciale semblait plus puissante que la force de base et confirma. Le système l'informa que la spécialisation avait réussi. Le niveau 6 de force, avec un total de 6880 points d'expérience, avait été converti en force du dragon caché. Il fut surpris par la sensation qu'il ressentit. En regardant ses mains, il eut l'impression que des pièces rouillées avaient été lubrifiées, et la force Jin circulait dans son corps avec une fluidité inédite. Se laissant aller sur le canapé, il décida de saisir cette rare opportunité. Souriant, il résolut de battre le fer tant qu'il était chaud et de s'entraîner à nouveau à la technique de l'armure tremblante. À cet instant, une infirmière fit irruption dans le bâtiment, demandant où se trouvait le blessé. L'homme aux cheveux violets les dirigea vers la salle de banquet du 17e étage. Se retournant, il fut stupéfait par ce qu'il vit. Une aura mystique de dragon doré irradiait autour du protagoniste tandis qu'il poursuivait sa cultivation. Après un long moment passé au dojo du dragon caché, le protagoniste s'assit sur une chaise tandis qu'une sœur aînée appliquait des baumes sur ses blessures. Il la remercia de s'être occupée de lui. Elle lui expliqua ce qui s'était passé. Il s'agissait d'une simple mission de protection, et pourtant un monstre de cette espèce était apparu. Elle fit remarquer qu'il n'avait vraiment pas de chance. Soudain, le vieil homme arriva en fauteuil roulant. Il déclara que les missions du dojo étaient par nature dangereuses et que les accidents frôlant la mort étaient inévitables. Le personnage principal, sachant que l'homme était savant et expérimenté, lui demanda s'il connaissait l'origine du monstre. Le vieil homme admit qu'il n'en connaissait pas les détails. Il savait seulement que la créature était probablement liée aux lignes de frontières. À ces mots, le personnage principal se souvint que ces lignes étaient des failles naturelles mentionnées dans les données apparues après la mort d'un dieu. Il commença à se demander ce qui se cachait exactement à l'intérieur de la faille. L'homme rit, secoua la tête et lui dit de ne pas trop y penser. Survivre était déjà une grande fortune. Cependant, ajouta-t-il,
c'était une bénédiction déguisée que le personnage principal ait compris la technique secrète de mise à mort du style du dragon, la queue du plafond nuageux. Pour un artiste martial, la confrontation entre la vie et la mort est le meilleur des maîtres. Le personnage principal s'adressa à son maître, insistant sur le fait que ce n'était pas tout. Il semblait avoir lui aussi saisi l'essence du style du dragon vivant. À ces mots, le vieil homme se leva brusquement de son fauteuil roulant et s'approcha de lui, la surprise se lisant sur son visage. Il lui saisit les mains, lui toucha le poignet et le secoua violemment. La force du mouvement projeta le vieil homme en arrière, le faisant tomber à terre. Il appela le protagoniste, Petit Ying, et lui demanda s'il avait élevé un dragon. Le protagoniste ne comprenait pas. Sa sœur aînée, perplexe, demanda pourquoi il parlait par énigme. Le vieil homme se mit à rire. Il expliqua que pour dissimuler un véritable dragon capable de renverser les nuages et le ciel, il fallait élever un dragonneau en soi. Il révéla que le jeune frère avait en réalité élevé un dragon à l'intérieur de son corps. Jing et sa sœur aînée aidèrent doucement leur maître à se redresser. Jing lui confia que depuis l'apparition du dragon, sa circulation énergétique était devenue bien plus fluide. Il demanda si le dragon avait d'autres utilités. Le maître sourit et expliqua que ce dragon n'était pas une illusion, mais un fragment d'énergie draconique doté de sa propre spiritualité. Il précisa qu'ainsi, la pratique des arts martiaux ne consistait plus seulement à maîtriser des techniques, mais à libérer le dragon qui sommeillait en soi. C'était là, selon lui, la véritable essence de la maîtrise des arts du dragon. Se tournant vers Jing, il ajouta qu'il avait déjà trouvé la clé pour dépasser les limites. Intrigué, Jing demanda ce que cela signifiait. Se retournant dans son fauteuil roulant, le maître commença ses explications, et la sœur aînée posa la même question. Il répondit que le corps humain avait des limites naturelles. Lorsque les 5 principaux entraînements peau, muscles, tendons, os et sang furent maîtrisés à la perfection, il ne restait plus rien à progresser. À ce stade, il fallait franchir la limite. Cela impliquait de sublimer le niveau de vie et de remodeler le corps physique. Bien que l'apparence restât humaine, l'essence de la vie était devenue non humaine.